Alors bonjour et bienvenue à cette capsule portant sur l'analyse de pertinence sur les enjeux qui sont soulevés par les parties prenantes dans le cadre d'un rapport de développement durable. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Philippe Nantier, qui est conseiller en développement durable chez Gaz Métro. Bonjour Philippe. Bonjour Hélène. Et merci d'être avec nous pour cette capsule. Et puis, d'entrée de jeu, je demanderais, est-ce que c'est possible de nous dire qu'est-ce que c'est l'analyse de pertinence? Ça semble un concept un peu théorique, mais peut-être pour le vulgariser pour les auditeurs. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut comprendre de l'analyse de pertinence, le concept en tant que tel, c'est que c'est un concept qui est en évolution à l'heure actuelle dans le cadre de tout ce qui se fait en matière de reddition de comptes à l'international, notamment parce qu'il y a plusieurs groupes qui régissent la reddition de comptes des entreprises. Et donc, c'est un terme qui évolue dans les sphères réglementaires, juridiques, même au plan financier et bien entendu de développement durable. Puis, qu'est-ce qu'on entend par le concept d'analyse de pertinence? Ben, en fait, c'est un processus par lequel on est en mesure d'évaluer quels sont les enjeux économiques, environnementaux et sociaux qui, en fait, seraient susceptibles d'intéresser les parties prenantes et aussi de modifier leur perception par rapport à la performance d'une entreprise. Donc, Philippe, maintenant que l'on sait ce que c'est l'analyse de pertinence, comment ça influence les entreprises dans leur rapport de développement durable ou dans leur reddition de comptes? En fait, ça influence l'entreprise de la manière suivante, c'est que si on veut produire un rapport de développement durable qui est conforme aux lignes directrices de la GRI, donc notamment la 4e version des lignes directrices de la GRI, GRI pour Global Reporting Initiative. Oui. Eh bien, on se doit de procéder à une analyse de pertinence et donc de prendre le temps de consulter nos parties prenantes. Et je crois que la raison d'être de cette modification-là dans la GRI, c'est surtout pour mettre les parties prenantes, leurs attentes envers les informations qu'une entreprise peut divulguer au centre du processus. Ah bon? Aussi, autrefois, les rapports de développement durable, souvent la qualité de celle-ci pouvait être mesurée peut-être par le nombre d'indicateurs qu'on pouvait y retrouver. Maintenant, c'est difficile pour des parties prenantes de faire l'arbitrage entre un ensemble d'informations et donc, c'est important pour une entreprise d'apporter un emphase sur celles qui sont prioritaires et donc de présenter les indicateurs sur lesquels il y a vraiment un impact sur l'entreprise. Donc, Philippe, comment on peut procéder pour effectuer une analyse de pertinence? Mais en fait, Hélène, c'est une très bonne question. Je vous dirais que ce qui est important, c'est de prendre du temps en amont parce que les exigences, il y a 4 grandes étapes que je vais pouvoir énumérer. Mais en gros, ce qui est important, c'est de prévoir du temps avec ces parties prenantes pour leur permettre d'émettre leurs commentaires, leurs opinions. Et ça se fait de différentes manières. Il y a 4 grandes étapes, comme je mentionnais. L'identification des enjeux des parties prenantes. La deuxième, c'est en fait d'hiérarchiser ou de prioriser les enjeux. Par la suite, il y a une phase de validation où est-ce que, au terme d'une première évaluation, on se rassoit avec les parties prenantes pour voir comment on procède. Et finalement, la dernière étape, ça se fait surtout à la fin, une fois que le rapport est publié. Donc, on se rassoit avec nos parties prenantes pour faire de la rétroaction. Et tout ça, ça se fait toujours en présence des parties prenantes ou bien lors d'entrevues téléphoniques ou comment ça se fait concrètement? Ben concrètement, pour la première étape, l'identification, en fait, c'est à cette étape-là qu'on bâtit un peu la fondation de la démarche parce que on va faire une revue des enjeux qui sont documentés à l'interne, notamment dans l'analyse des risques qu'on fait dans une entreprise. Si on a des rapports de développement durable qu'on a déjà publiés par le passé, on va regarder là, peut-être un plan stratégique de l'organisation. On va essayer de trouver les aspects de développement durable, économique, environnementaux, sociaux qui se retrouvent dans ces documents-là parce qu'on veut trouver en fait des sources internes. Et de l'autre côté, on fait le même travail à l'externe, c'est-à-dire on va regarder des documents vraiment qui peuvent découler de grandes tendances ou d'une littérature externe sur les enjeux qui touchent l'industrie dans laquelle une entreprise opère. Et puis ça permet du côté de l'identification des enjeux de s'assurer qu'on ne perd rien, qu'on s'assure d'avoir vraiment l'ensemble des enjeux qu'une entreprise peut avoir. Ensuite de ça, l'autre étape de cette première phase-là, si on veut l'identification, c'est de trouver nos parties prenantes. Qui sont les parties prenantes d'une entreprise? C'est pas toutes les parties prenantes qui ont le même niveau d'impact. envers lesquels on a un même niveau de responsabilité
ou que ces parties prenantes aient une influence sur l'entreprise. Donc, tous ces éléments-là, ce sont des critères qu'on va se doter pour identifier nos parties prenantes. Oui. Et ça vient clore, si on veut, la phase d'identification des enjeux et des parties prenantes. Très bien. Et la deuxième étape, par la suite, en fait, c'est de dire, maintenant qu'on a notre liste d'enjeux et notre liste de parties prenantes, puis ce travail-là, en fait, il se fait tant au sein de l'équipe de développement durable, mais bien entendu qu'un ensemble de collaborateurs dans l'entreprise, car il y a un ensemble de parties prenantes qui sont en contact avec différents secteurs dans une entreprise. Donc, beaucoup de collaboration est nécessaire pour arrimer le tout avec les différents projets qui sont en cours. Vous êtes le mobilisateur, l'équipe de développement durable, c'est vous qui essayez de rassembler les troupes, rassembler les données aussi pour pouvoir aller de l'avant. Mais dans certains cas, par exemple, en ce qui traite les relations avec les clients ou les fournisseurs, on a déjà des collègues dans les équipes de vente ou au niveau des approvisionnements qui ont déjà des bonnes relations avec ces groupes-là. Alors, plutôt que ce soit nécessairement tout le temps l'équipe de développement durable qui entre systématiquement en contact avec ces parties prenantes-là, on peut en fait alimenter nos collègues pour qu'ils puissent entrer dans une discussion sur le développement durable avec leurs parties prenantes, donc avec leurs liens plus forts d'affaires. Là. Donc ça, c'est la deuxième étape? Mais ça, en fait, je dirais c'est plus la première étape, mais la deuxième étape, c'est là, on procède par une analyse qui est à la fois qualitative et quantitative des enjeux. Dans le fond, grosso modo, on veut savoir en fait, quels sont les enjeux qui sont les plus importants pour l'entreprise au niveau de ses opérations? Est-ce que ce sont des enjeux strictement environnementaux, sociaux ou économiques? Donc, il faut être en mesure d'évaluer tant d'un côté quantitatif. Oui. Souvent, ça se fait sur une échelle de 1 à 5 à travers un sondage qui est envoyé à des parties prenantes. On peut aussi, il y a différentes échelles qui sont utilisées, mais grosso modo, il y a une première étape qui dans la phase de priorisation qui sert à recevoir ce feedback-là au moyen d'un sondage. Oui. Mais après ça, on bonifie ça avec un dialogue, un échange. On peut appeler les gens pendant qu'ils remplissent le sondage pour leur expliquer c'est quoi notre démarche, pourquoi qu'on leur demande leur avis à ce niveau-là. Donc, tout ça, ça se fait dans la phase de priorisation. Autant le quantitatif que le qualitatif. Exact. Et on laisse aussi le soin aux parties prenantes, généralement, à ce moment-là, de se prononcer sur des enjeux peut-être qu'ils auraient trouvé comme étant absents dans la phase d'identification. Oui. Donc, c'est aussi une manière pour eux de soulever des enjeux que peut-être l'entreprise n'aurait pas vu dans son processus. Tout ça est possible. Et au terme de la phase de priorisation, on peut se doter d'outils de visualisation de l'importance des enjeux qui permettent de cartographier l'importance des enjeux de l'interne vis-à-vis l'externe. Donc, on a des parties prenantes internes qui font cet exercice-là d'examiner l'ensemble des enjeux et de leur donner un niveau d'importance. On fait la même chose à l'externe et on est capable de colliger tout ça et faire ce qu'on appelle une matrice de pertinence. En fonction d'une pondération qui aura été faite par les gens à l'interne et par les parties prenantes à l'externe. Exactement. Très bien. Puis c'est certain que dans tout ça, il y a une question de représentativité de la participation des parties prenantes. Ça, c'est sûr que ce sont des questions méthodologiques. Et à ce niveau-là, il faut noter que dans la GRI, qui est le référentiel qu'on a utilisé chez Gaz Métro, il n'y a pas nécessairement d'exigence par rapport à ça. Les entreprises peuvent développer leur méthodologie qui leur est propre. Alors ça laisse une possibilité à différentes formes d'interprétation des enjeux et aussi de la présentation justement des matrices de pertinence. Et vous avez développé à l'interne votre propre méthodologie? Oui, exactement. Puis c'est quelque chose là, qu'on a publié pour notre rapport 2013 et on réédite on réutilise la même méthodologie pour le rapport 2015 qu'on va publier en 2016. Donc vous faites votre rapport aux 2 ans, si je exact. comprends bien. Nous c'est aux 2 ans qu'on fait ça. Puis je dirais que justement avec tout le temps, comme je mentionnais un peu plus tôt, que ça prend pour réaliser une analyse de pertinence, c'est quand même bien. Je dirais que c'est pas toutes les entreprises qui refont l'analyse de pertinence à chaque exercice de reddition de compte. Très souvent, une analyse de pertinence peut servir pour plusieurs exercices de reddition de compte si il y a publication annuelle des rapports de développement durable. Dans notre cas, dans les 2 années qu'on a publié, parce qu'on s'apprête à publier notre 2e rapport, on a procédé à 2 analyses différentes de pertinence. Bravo. Puis là, on vient de voir la priorisation des enjeux.
Oui. Qu'est-ce qu'on fait en troisième étape? La troisième étape, c'est la phase de validation. Donc là, on a une matrice, on a des résultats, on est capable de dire tel enjeu est plus important qu'un autre aux yeux d'un ensemble de parties prenantes internes et externes. Et à ce moment-là, on doit valider avec nos parties prenantes internes et externes si notre compréhension est bonne, si les résultats sont fidèles à leur perception et s'il y a des enjeux à tout ça. Et donc, c'est une phase dans laquelle on peut réaliser des ateliers, on peut s'asseoir avec nos parties prenantes, les convier à voir quelle serait la structure peut-être potentielle du rapport, parce que c'est sûr que là, les entreprises, ils ont le choix avec l'analyse de pertinence et ils doivent expliquer comment ce qui arrive à ce choix-là, c'est de dire, il y a des enjeux qui vont être dans le rapport et il y en a d'autres qui seront pas présentés dans le rapport. Okay. Et donc, de justifier pourquoi. Exactement. Donc, ça, c'est toute cette démarche-là. Elle fait partie de l'analyse de pertinence aussi, mais c'est une discussion qui peut avoir lieu avec les parties prenantes. Donc, puis la dernière étape, parce qu'on a parlé de 4 étapes, la quatrième, ce serait quoi? La quatrième, ça s'appelle la phase de l'examen et en fait, l'examen, ça se fait vraiment une fois que le rapport est publié, même après, et ça sert davantage à la rétroaction. Donc, on regarde le contenu du rapport, on laisse aussi les gens s'approprier du contenu du rapport, prendre connaissance. Et ensuite, on convient de s'asseoir avec eux. Ça peut être un atelier dans lequel on vient recevoir leurs commentaires par rapport à si on a pu, avec le contenu du rapport, répondre à leurs préoccupations, répondre aussi au type d'informations qu'ils voudraient, qu'ils auraient voulu voir dans le rapport. Donc, Puis, est-ce que vous voyez une différence lorsque vous rencontrez vos parties prenantes à cette dernière étape? Entre cette dernière étape et celle de la validation, ça doit se ressembler un peu? Vous allez un peu plus loin dans la dernière étape? Ben, dans la dernière étape, on peut se permettre de rentrer davantage dans une réflexion sur qu'est-ce que le prochain rapport va devoir faire. Puis aussi, on rentre davantage dans une discussion au niveau de l'amélioration continue parce que quand on fait la validation, c'est un peu plus ésotérique. On parle de qu'est-ce qu'on aimerait présenter, mais là, une fois que le rapport est publié, on voit si notre performance a été bonne, si notre performance doit être améliorée, et c'est un portrait. On a un portrait de la performance et c'est plus sur ça, sur les résultats, que la discussion porte lors de la quatrième phase, celle de l'examen. Très bien. Maintenant, Philippe, ce serait intéressant si c'était possible de nous parler de la façon dont les collègues collaborent. Bien sûr, il y a l'équipe de développement durable qui est mobilisatrice, qui va tenter d'aller voir les autres collègues, mais comment ça se passe à l'interne dans une entreprise quand vous essayez d'aller chercher beaucoup d'informations régulièrement aussi, j'imagine? Oui. Je dirais que ça évoque toujours beaucoup de curiosité, premièrement, cette démarche-là. Notamment quand on propose à nos collègues de lancer la discussion avec les parties prenantes avec lesquelles sont habitués de parler. Le développement durable est dans le cœur des discussions qu'ils ont au quotidien, mais de prendre du recul à un niveau stratégique, comme on leur demande souvent de le faire dans le cadre d'une analyse de pertinence, ben c'est un peu plus rare. Et donc, je dirais que la collaboration définitivement doit être de mise pour ça. Puis il y a toujours des questionnements à l'interne à savoir, ben jusqu'où est-ce que les parties prenantes externes peuvent avoir un contrôle sur ce qui va être déterminé comme étant prioritaire, puis ce qui va finalement constituer le contenu du rapport de développement durable. C'est vrai. C'est des questionnements qui sont à mon avis très légitimes. Puis je crois que bien évidemment tout le dialogue que ça engendre, c'est ça qui est positif. Puis je dirais une chose par rapport à comment ça se vit, c'est que bien évidemment, là, la GRI, elle a des exigences par rapport à des indicateurs de performance, et avec l'analyse de pertinence, c'est plus une démarche de développement durable teintée d'une approche axée sur la reddition de comptes qui propose. Fait que c'est vraiment pas juste le rapport qui est la finalité, mais tout le processus engrange une discussion et permet d'échanger avec différentes personnes là-dessus. Donc, je dirais ça se vit avec beaucoup de collaboration. Il faut aussi, comme je mentionnais un peu plus tôt, l'arrimer avec différentes initiatives. On a, par exemple, pour rejoindre certains de nos clients, on a déjà des initiatives de sondage de satisfaction. Oui. Alors, il faut pas dédoubler les communications dans un court laps de temps. Il faut s'arrimer avec nos collègues des différentes équipes pour qu'il y ait une certaine cohérence dans les messages qui sont envoyés à l'externe. Donc, à l'interne, beaucoup de collaboration. À l'externe,
comment ça se vit, mais c'est beaucoup d'écoute, d'être capable de voir ce que les gens, comment les gens perçoivent l'entreprise, puis qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans un rapport de développement durable, puis qu'est-ce qu'ils aimeraient ultimement voir l'entreprise adresser à travers sa démarche d'amélioration continue en développement durable. Oui, ça vous permet d'intégrer tous ces soit ces enjeux, ces préoccupations, ces attentes quand c'est possible aussi. Exact. Oui. Donc, on arrive au mot de la fin. Est-ce que c'est possible, Philippe, de nous dire comment vous entrevoyez l'évolution de cette démarche? Ben en fait, c'est une très bonne question. Premièrement, on va devoir être attentif par rapport au consensus qui va devoir émerger en différentes organisations qui gèrent la question de la reddition de comptes. Donc, il y a notamment le Sustainability Accounting Standards Bureau aux États-Unis. Bien entendu, la GRI, le Global Reporting Initiative. Il y a qui va aller vers une 5e version, j'imagine. Oui, éventuellement. Et il y a aussi une grosse tendance en ce moment qui est vers les rapports intégrés. Donc, il y a le International Integrated Reporting Council qui travaille avec la GRI aussi pour développer des lignes directrices pour intégrer tant la question de la reddition de comptes financière qu'on connaît, traditionnelle, avec en fait, ce qui est plus nouveau, mais qui existe depuis déjà quand même une quinzaine d'années, les rapports extra-financiers de développement durable. Donc, on voit des sociétés, des entreprises qui embarquent dans cette tendance-là. Mais ce qui est certain, c'est que l'analyse de pertinence, pour moi, ça va demeurer. Et ce qui va être nécessaire, je crois, ça va être de creuser davantage dans les échanges avec les parties prenantes sur les éléments qui font partie de la démarche de développement durable d'une entreprise. D'un côté, ça va nécessiter que les parties prenantes avec lesquelles on interagit dans le cadre de ce processus-là, soient un peu mieux outillées puis connaissent mieux les réalités de l'entreprise et que l'entreprise en contrepartie connaisse très très bien les réalités de cette partie prenante-là ou de l'ensemble des parties prenantes qui y participent. Donc pour moi, la discussion va devenir de plus en plus précise, elle va exiger encore une fois beaucoup plus de transparence dans le temps de la part des entreprises. Bon, il y a le temps pour nous d'évoluer là-dedans et de progresser lentement mais sûrement. Mais certainement, ce sont des choses qui vont évoluer dans le futur. Si vous aviez une recommandation à donner à nos auditeurs, qu'est-ce que vous diriez une entreprise qui veut effectuer éventuellement une analyse de pertinence ou bien dans le cadre de la démarche? Bien, je dirais de faire un exercice de reddition de compte selon les normes et les lignes directrices, par exemple, de la GRI, comme on voit en ce moment. C'est vraiment rentrer dans un processus qui est complet. Puis c'est de prendre le temps, je dirais, de bien réfléchir à chaque étape, de prendre le temps de voir qu'est-ce qui se passe comme tendance à l'extérieur, de manière à ce que ça puisse influer au sein de l'entreprise. Je pense les parties prenantes, ils veulent le bien de l'entreprise. Alors, faut leur donner la chance de s'exprimer, faut être à leur écoute. Puis je pense que justement dans le futur, il va y avoir encore plus de mécanismes pour permettre de détailler davantage les résultats qui ressortent d'une analyse de pertinence. Merci beaucoup, Philippe. C'était très intéressant. Ça fait plaisir. Et donc, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à aussi visionner les prochaines capsules ou celles qui sont déjà là, les prochaines capsules sur la RSE. Et je vous remercie de votre écoute. Au revoir.